Dérapage incontrôlé, sa cause et sa déménage. Copiloté par Bernard Darniche et Didier Maistot. Vous avez vu comme ils conduisent? On donne vraiment le permis à n'importe qui. Bonjour à tous, je suis avec Bernard Darniche pour notre émission numéro 1, Dérapage incontrôlé. Alors Bernard, d'abord, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour Didier. Qu'est-ce que c'est que cette voiture venue d'ailleurs? Magnifique. Venue de très très loin. C'est une voiture électrique chinoise, une Eways U5. C'est tout nouveau, c'est quasiment inconnu. Moi, je connais ça depuis 4-5 mois maintenant que je roule avec. J'ai été surpris par son environnement intérieur qui est... Ah oui, on regarde un petit peu, qui est luxueux sans être ostentatoire. Elle est très agréable. C'est classe, hein? Oui, c'est très classe. Tout est épuré. Tout est épuré, tout est fonctionnel. Puis, évidemment, il n'y a pas d'option. Tout est dans le prix dans le prix normal de la voiture. Donc la marque Eways U5. Eways U5. C'est la première fois que je vois cette voiture. Pourtant, j'aime bien les voitures. Ouais, je connaissais pas. Moi non plus. Quand ils m'ont appelé, je ne connaissais absolument pas. Et j'ai été surpris. Alors, de prime abord, elle est très très imposante. C'est un SUV important. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en conduite urbaine, on a l'impression d'être au volant d'une toute petite voiture. Son encombrement n'est pas du tout gênant, y compris dans les stationnements, parce qu'il y a une caméra avec une vision à 180 degrés vue du ciel. Donc on voit le trottoir s'approcher, la voiture de derrière, la voiture devant. S'il y a un piéton qui peut s'approcher que l'on n'a pas imaginé, on a une vue d'ensemble 180 degrés. C'est extrêmement pratique et c'est très sécurisant. Je ne veux pas dire qu'il y a du danger, mais sécurisant pour l'observation de l'environnement. C'est agréable. Puis c'est une voiture électrique. Et avant de parler de la circulation dans Paris, il faut replacer les choses à leur juste mesure. Rouler avec un véhicule électrique en ville pour la pollution locale, évidemment que c'est positif. Par contre, l'amalgame qui est fait par l'administration et les pouvoirs publics, il est d'une malhonnêteté intellectuelle hallucinante. C'est-à-dire l'amalgame. Parce qu'on nous parle du CO2, qui d'abord le CO2, qui soi-disant agit sur le réchauffement de la planète. Ce fameux CO2, s'il agit sur le réchauffement de la planète, c'est sûrement pas avec les 0,90%, toute activité confondue de CO2 générée par la France, en ramenant ça à la voiture, qu'on va changer la face des choses. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est souvent l'argument qui est utilisé, lutter contre le réchauffement climatique, le gaz à effet de serre, et en face, on a souvent justement le contre-argument qui dit oui, la France, c'est toute pollution confondue, 0,9% des émissions mondiales, mais est-ce qu'il ne faut pas justement tous un peu s'y mettre et montrer l'exemple? Bien sûr qu'il faut tous s'y mettre, mais a priori, d'après ce que j'ai pu faire comme comparatif, la France est dans une posture extrêmement dure. Dans les pays industrialisés, c'est la France qui a le plus de restrictions sur nos libertés individuelles et sur notre mobilité, parce que ça agit directement sur, moi j'appelle ça de l'entrave à la mobilité, sans aucune espèce de légitimité, parce que quand on voit, entre parenthèses, les Chinois, les Allemands qui ont remis en route toutes les centrales nucléaires, etc., les Américains, on n'en parle même pas, ils se sont tous remis au V8, puisque le prix du pétrole là-haut ne coûte plus rien. Donc tout ça relève d'une malhonnêteté intellectuelle qui frise l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Alors la solution pour vous, c'est la voiture électrique, dans les villes notamment, dans les villes engorgées. On ne peut pas le nier parce qu'il n'y a pas de dégagement. Si toutefois on peut admettre que... Tout en regardant les choses d'une façon très précise, c'est que la pollution aux échappements des voitures thermiques a fortement diminué, mais très fortement diminué. Mais si on part du postulat qu'il faut stopper toute émission sur les voitures thermiques, bon,
à la limite, prenons des voitures électriques. Mais surtout, n'écoutons pas les arguments sur le CO2, parce que sur le CO2, il n'y a aucune espèce de conséquence, nous, Français, à rouler avec des voitures électriques. Aucune espèce de conséquence. La question centrale sur l'électrique, c'est que c'est une énergie qu'on ne peut pas stocker, donc il faut la fabriquer. Il y a tout un débat sur le nucléaire, et aujourd'hui, beaucoup de personnes, même si on sait qu'il y a le problème de l'enfouissement des déchets du nucléaire à très long terme, aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie renouvelable suffisamment viable à grande échelle, parce que s'il y a de plus en plus de voitures électriques, il va falloir produire de plus en plus d'électricité. Ça veut dire que le nucléaire a encore de beaux jours devant lui et qu'il n'y a pas d'autre solution, selon vous? Mais pas que la voiture électrique, puisque d'une façon très volontariste, le gouvernement nous amène sur le chauffage individuel, les pompes à chaleur, etc. Mais ça consomme de l'électricité, tous ces systèmes. Donc on en est réduit pour vivre en termes de besoins énergétiques, à uniquement utiliser l'électricité. Alors l'électricité, nous étions largement en avance avec les centrales nucléaires. Il y a eu des revirements de situation qui ont été imaginés par les fachos de gauche, qui s'appellent les écologistes à posture religieuse. Et vous y allez fort, là. Oui, non, mais on peut le constater, c'est comme ça. Hein. Et puis c'est mon point de vue, hein, après tout. En démocratie, j'ai le droit de l'exprimer. Et ces gens nous ont contraints à fermer des centrales nucléaires, aussi du fait même de la lâcheté de nos hommes politiques que nous avions élus quand même. Hein. Alors que, manifestement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il va falloir réouvrir des centrales nucléaires, puisqu'un programme de centrales nucléaires a été relancé. Donc, à force de ces alternoiements, à force du « en même temps », ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il nous faudrait des gens qui ont une vision positive à moyen long terme pour qu'enfin on se cale dans une situation impérative de demande énergétique pour notre vie au quotidien qui est totalement indispensable. On sait que le coût de l'électricité, par le fait même des centrales entre guillemets conventionnelles, les éoliennes qui sont subventionnées par nos impôts. Justement, j'allais vous amener sur le sujet. Que pensez-vous des éoliennes, d'abord sur Terre, et puis il y a des programmes en mer aujourd'hui qui sont prévus. Est-ce que pour vous, c'est une solution d'avenir ou c'est un gadget qui, on le sait aujourd'hui, pollue pas mal, à la fois les fonds marins, parce qu'il faut creuser profond, etc., à la fois le paysage en termes visuels, et puis pas beaucoup d'énergie produite en réalité. Non, c'est une vaste, encore une fois, c'est une vaste escroquerie encore, avec une posture de communication, parce que ces éoliennes, c'est de la communication, soi-disant, pour les écologistes. Mais l'écologie, moi, je vois pas. Évidemment que je suis écologiste, mais je ne vois pas ça comme ça, quoi. Alors, pour vous, c'est quoi une écologie raisonnable? On a bien compris qu'il ne fallait pas qu'elle soit punitive, ni dans une posture intellectuelle, parce que le réel nous rattrape tout le temps. Finalement, la France était dans une posture intellectuelle. Bien sûr que tout le monde veut s'y mettre pour sauver la planète, éviter un réchauffement de 2,5 degrés ou 3 degrés, disent les spécialistes, qui serait une catastrophe d'un point de vue de l'humanité tout entière. C'est quoi la bonne écologie et où est-ce qu'on met le curseur? La bonne écologie pour la production d'énergie, pour moi, nous étions, et je le répète, c'est la France avec les centrales nucléaires. En France, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu d'accident de centrales nucléaires. Les accidents que nous avons constatés au niveau mondial... Il y en a eu, mais ils étaient mineurs pour l'instant. Oui, sans conséquence. Au niveau mondial, on le sait, c'est en Russie que ça s'est passé, mais c'était réellement pour des raisons d'entretien, comment dirais-je, aléatoires, appelons ça comme ça. Les Japonais ont subi une catastrophe de cette centrale nucléaire avec Fukushima, mais c'est certainement tout autre chose que la centrale elle-même. C'est un tsunami qui a balayé, alors que le positionnement de l'usine n'ait pas été judicieux, entre guillemets, c'est une certitude, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec un accident d'un réacteur qui nous pèterait à la tronche, comme on dit.
Ça n'a rien à voir. Alors, on voit bien justement, donc du coup, on a l'air de s'écarter du sujet, mais pas du tout, parce qu'en réalité, quand on parle de mobilité, dans les villes notamment, qui sont, comme je le disais, notamment les métropoles, particulièrement engorgées, polluées, où la vie, pour les travailleurs, et même pour les habitants, mais surtout pour les travailleurs, est devenue un enfer, un véritable enfer. On ne peut pas circuler, on ne peut pas s'arrêter, on est taxé de tous côtés, on est regardé de travers en plus. On fait tout cohabiter, là on est à Paris, donc la municipalité veut tout faire en même temps, les vélos, la promenade, les bus, les motos, les livraisons, donc il n'y a que des voies dédiées, on ne peut plus, comme je le disais, s'arrêter. Et on voit bien en fait que si on n'a pas une politique plus large, une réflexion plus large, au quotidien, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas, mais ce qui est dramatique de la part de nos élus, en l'occurrence la maire de Paris, c'est qu'elle a une volonté de carrière politique forcenée, elle est prête à tout pour qu'on parle d'elle, en bien ou en mal, il faut qu'on parle d'elle. Donc pour moi, c'est la caricature de ce qu'il ne fallait pas faire dans Paris, puisqu'il y a un grand plan de mobilité que l'on appelle le plan de mobilité du Grand Paris. Pour moi, il était indispensable d'attendre la finalité de ce plan de mobilité pour commencer à toucher à la mobilité parisienne. Alors qu'est-ce qu'il dit ce plan de mobilité? Qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit d'abord des systèmes interactifs de mobilité de banlieue à banlieue. Il est sous l'égide de la région, ce plan? Il est sous l'égide de la région, mais pas que, de l'État évidemment. Et même s'il est certainement perfectible, au moins il y a eu une prise de conscience qui a fait qu'il fallait réellement... Il faut prendre des exemples précis. Moi j'habite à Sceaux. Sceaux, c'est à 4 km du périphérique. On ne peut pas dire c'est Paris, quoi. Quand je travaillais à la maison de la radio, si j'avais pris les transports en commun, c'est 1h20 pour faire 7-8 km. 1h20. 1h20. À la limite... Donc bus et métro. Non, RER, métro. Donc vélo, c'est parfait, sauf qu'il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste pour entrer dans Paris. Et peut-être que certaines pistes cyclables dans Paris... Elles ne sont pas adaptées. Sont particulièrement dangereuses. Encore une fois, c'est de la communication. Pour contenter ces fachos de gauche, il a fallu faire des pistes, peu importe qu'elles soient utilisables, praticables ou non, elles existent, on les annonce, on en parle politiquement. Mais ça, c'est dramatique. Quand on fait le comparatif avec des pays qui ont voulu la mobilité par le vélo, comme la Hollande et tous ces pays du Nord, il y a des pistes, et des pistes différentes. Il y a des pistes urbaines, où les gens roulent à des vitesses adaptées à un système de partage de la route avec des piétons et autres obstacles potentiels. Et puis, il y a des pistes rapides, qui sont dédiées au vélo électrique. Des pistes rapides, où il n'y a pas de feu rouge, où on gagne du temps. Parce que derrière tout ça, il y a quand même l'élément fondamental pour un être humain en vie, et nous le sommes, c'est le temps que nous passons sur la Terre à vivre. Et ça, c'est incompressible. À chaque fois qu'on nous vole une minute, moi personnellement, surtout à l'âge que j'ai, on me vole une minute pour faire autre chose que de m'emmerder dans les embouteillages ou regarder à gauche et à droite, surtout ma montre, en sachant que je vais arriver en retard. Et ça, c'est insupportable. J'ai fait, il y a 2 ans, un débat politique à Lyon, devant tous les élus, où on m'a demandé d'exprimer ma vision de la mobilité. Et évidemment, dans un de mes passages, j'ai déglingué mais complètement le tramway, qui est un transport archaïque d'après-guerre. Pour vous, le tramway n'est pas une solution, parce qu'on voit que toutes les villes s'y mettent, bien sûr, Paris, Bordeaux, Lyon, Orléans, tout le monde s'y est mis en disant c'est... Oui, tout le monde a fait la même connerie. Alors que je rappelle qu'au début du XXe, il y avait les tramways partout, après on a tout cassé, hein. Toutes les villes ont tout arrêté, les tramways et les trolleys d'ailleurs, et puis là aujourd'hui, hop, allez, infrastructure, des années et des années et des années de travaux, des villes complètement engorgées, et vous dites, vous, c'est pas la bonne solution. Évidemment que c'est pas la bonne solution. Quand on regarde l'emprise au sol, l'emprise nécessaire pour un tramway,
et qu'on regarde les investissements ultra lourds, ce sont des milliards d'euros, un tramway, c'est un train en ville. Ce train en ville, il casse tous les systèmes de circulation, que ce soit pour les piétons, pour les cyclistes, pour les automobilistes, il casse tout. Et nous étions, nous en France, encore une fois, numéro 1 du transport semi-aérien par ou rail inversé ou câble tendu. La société s'appelle POMA Gavski. L'ami en question qui a créé cette boîte s'appelle Jean-Pierre Catiard, c'est un ami. Et nous passions nos vacances ensemble et nous avons refait le monde de la mobilité. Mon ami nous a quittés il y a 5 ou 6 ans maintenant. Où on avait fait des schémas. Par exemple, prenons la ceinture de Paris sur les maréchaux où il y a maintenant le tramway. Cette entreprise pouvait installer du semi-aérien avec des navettes électriques, vitesse moyenne, 100 km/h, investissement, rien à voir, c'est de 1 à 10 avec le tramway, et surtout une liberté totale de la surface en bas pour faire des pistes cyclables, pour faire des pistes piétons. Alors ça me fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez ces auteurs de BD, Peters et Schuiten, qui sont belges, qui ont fait des magnifiques BD sur les villes de demain, d'ailleurs. Je vous passerai ça, vous verrez. Et justement, il y avait ces solutions aussi de mobilité aérienne. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, pourquoi il y a moins d'emprise au sol, ça, on comprend. Ce sont des pylônes, des pylônes qui tiennent un rail suspendu ou un câble suivant la demande de fréquence et de vitesse. Après, ce sont les ingénieurs qui travaillent. Mais de toute façon, et puis c'est très joli, hein, il ne faut pas croire que c'est pour l'environnement. Et ce sont des petites cabines où plus ou moins. Ce sont on rentre quoi, à 4, 5, 10. Il y a plusieurs systèmes. Voilà. Il y a des tubes, il y a des cabines, tout dépend de la demande d'écoulement d'une volonté, enfin d'un trafic. Hein, parce que évidemment. c'est régulé, évidemment. C'est régulé, c'est automatique. C'est régulé par l'informatique. C'est totalement automatique. Il n'y a pas de chauffeur. C'est électrique. Tout est régulé. C'est au moment où on veut monter dedans que ça se met en route, quand elle est pleine, etc. En fait, c'est un moyen moderne de mobilité, alors que ce que l'on a été obligé d'accepter, parce que derrière tout ça, il y a des histoires de lobbying politique. Alstom qui a voulu construire tous ces trams, mais surréalistes. Les dossiers, on ne les connaît pas, les dossiers financiers. Par contre, les résultats chiffrés, on les connaît. La vitesse d'un tramway moyen en ville, c'est 13 km/h. Didier, 13 km/h. D'ailleurs, des milliards d'euros d'investissement pour un déplacement à 13 km de moyenne. D'ailleurs, pour la voiture, c'est un vrai scandale. C'est pareil, parce que quand on voit ce qui se passe à Paris, les zones 30, etc., qui vont se généraliser, je ne sais pas quelle est de mémoire la moyenne d'un automobiliste à Paris, mais elle est inférieure à 30 à l'heure. Oh c'est une évidence. Largement inférieure à 30 la moitié. Quoi. Mais en fait, il fallait imaginer, ces gros dossiers-là, ce n'est pas l'affaire du monde politique, parce que ce sont des dossiers à moyen très long terme. Et le monde politique, par définition, est un monde éphémère. Les mandats passent, se succèdent, ce ne sont pas les mêmes. Oui, puis alors que là, ça demande évidemment une vision à long terme. Exactement. Des investissements importants à long terme. On ne peut pas changer tout le temps à chaque majorité. Ça ne peut pas faire l'objet de ce type de responsabilité. Pas de chicaya en plus. Il faut être raisonnable et responsable. Être raisonnable, pragmatique, regarder les choses comme elles sont. La volonté de mobilité du citoyen, qui est avant tout un agent économique. Le citoyen est un agent économique. Quand on l'entrave dans sa mobilité, quand on lui fait perdre du temps, c'est toute la société qui perd de l'activité économique, dont de la valeur ajoutée et de la richesse. C'est toute la société qui en pâtit. On n'en parle pas suffisamment. Moi, quand j'entends certains politiques dire « Mais qu'est-ce qu'ils font tous les jours à cette heure-là dans leur voiture ?» C'est juste un scandale. Mais que font-ils dans cette voiture à cette heure-là ? Ils vont travailler. Aussi cucu que ça paraît. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont jamais travaillé. Ils vont travailler. C'est peut-être ça la question. Avec, sur un plan sociétal, des incohérences incroyables, parce que tout le monde voudrait arriver à habiter en ville à côté de son travail. Prenons l'exemple de Paris. Aujourd'hui, pour habiter dans Paris, il faut être très riche. Hein.
ou très aidés par des systèmes d'impôts détournés qui finalement coûtent cher à la société. Non, mais je confirme, il faut être très riche. C'est impossible pour un très couple riche. avec un enfant ou un couple tout seul de se loger dans Paris. C'est très très difficile. Le prix du mètre carré a explosé, n'arrête pas d'augmenter. Puis les vivre dans Paris. Et vivre dans Paris est devenu un véritable enfer. Quand on voit le prix d'un café à une terrasse, on a compris, quoi. Non, et puis c'est plus, moi je sais pas, mais à part certains quartiers qui vivent encore, plus le pass sanitaire, plus les restrictions dans tous les sens, plus le bruit, c'est devenu, c'est pas une ville très agréable. Non, c'est devenu de la plus belle ville du monde. C'est devenu la ville repoussante. Moi, je n'ai plus aucun plaisir à venir dans Paris parce qu'on est totalement entravé. On ne peut plus s'arrêter. On le disait tout à l'heure. C'est stressant. Mais c'est surtout on se sent coupable d'être dans Paris parce qu'on vient en voiture. Dans les transports en commun, moi, je me suis fait piquer mon téléphone. Enfin, quand même, quoi. Et puis en même temps, on s'arrête, on se prend une prune à 35 ou 50 euros. Et puis on entend le soir à la télé qu'il y a des gamins qui narguent les pouvoirs publics avec des mobylettes sur la place Bellecour. Et puis à eux, à Lyon, donc à Lyon, on ne leur fait rien. Il faut pas faire de vagues, il faut surtout pas essayer de les arrêter. Mais nous, le Français productif de l'économie, on est sur notre dos, sur un plan fiscal, sur un plan de... J'appelle ça l'inquisition administrative. Quand donc on est solvable... Vous dites que rien n'a changé depuis pas mal d'années sur l'automobiliste vache à lait oui. de la société française, quoi. Mais c'est de pire en pire. Regardons, les pouvoirs publics nous expliquent qu'ils sont victimes de l'augmentation du pétrole. Mais regardez le prix du baril. Il n'est pas très élevé, le prix du baril. Bon, il a quand même augmenté. Oui, mais enfin, il a été beaucoup plus élevé à certains moments. Oui. Et le prix de notre carburant le problème, à la pompe, c'est qu'aujourd'hui, le baril, je sais pas, il doit être à 85, oui, 85 il a été dollars. beaucoup plus. Il a été beaucoup plus, mais le problème, c'est les taxes, qui sont uniquement 60% à peu près de taxes. Uniquement. Entre la remplaçante de la TIPP et la TVA. Et la marge, quand j'ai entendu effectivement un certain nombre de politiciens dire réduisez vos marges, mais les marges, elles sont pas réductibles. Ça semble incroyable, mais si vous voulez, la marge. Pour le producteur, c'est 2 centimes. Bah, c'est 2 centimes, quoi. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on va réduire? Je vois pas bien ce qu'on peut réduire. On peut réduire les taxes. Alors là, ils sont effectivement en train de bricoler un chèque carburant. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, au lieu de baisser les taxes sur l'ensemble d'ailleurs des produits énergétiques, parce que on a pris plus 30% là sur le gaz, mais on sait que ça va encore augmenter. On va pas expliquer pourquoi, on a fait des émissions déjà sur le sujet, mais y compris pour l'électricité, qui n'est pas loin s'en faut à son prix maximum, y compris pour les produits pétroliers. Oui, il y a une incohérence totale parce que derrière tout ça, c'est une compétitivité pour le citoyen lambda, mais pour les entreprises aussi. Une compétitivité qui se dégrade, réellement, quoi. Parce que nous sommes en concurrence. La France est un industriel mondial. Nous avions une place forte à une certaine époque que nous n'avons plus aujourd'hui. Les chiffres sont là pour le prouver. Notre commerce extérieur se dégrade évidemment. La compétitivité des produits manufacturés est nulle, quoi. Est-ce que selon vous, c'est parce qu'on a désindustrialisé le pays pour des raisons, justement, vous le disiez un peu plus tôt, idéologiques? Pas que. Désindustrialiser le pays, ça s'est fait d'une façon très normale sur un plan de la gestion. C'est que les charges sociales sur le travail sont tellement élevées par rapport à d'autres pays que l'industriel à qui on demande de gérer sa boutique, il va où il paye moitié moins de charges sociales. Ça paraît, comment dirais-je, c'est pas de l'idéologie politique, c'est simplement du bon sens d'un gestionnaire à qui on demande d'être un gestionnaire. Donc il va dans des pays où les charges sociales, où le coût de la manœuvre est infiniment moins élevé. Oui, mais les charges sociales en France, nos impôts aussi, bien sûr, il y a de la solidarité quand on perd son emploi, pour la retraite, pour tout un tas de systèmes redistributifs, mais
les impôts aussi financent les écoles, les hôpitaux. Donc, est-ce qu'on est un peu... Parce que quand on regarde, la France est en effet le pays champion du monde aujourd'hui des prélèvements obligatoires. Il n'y a pas un pays qui a plus de prélèvements obligatoires que la France. Ça semble incroyable, mais j'invite tout le monde à vérifier. Et pourtant, on voit qu'il y a une crise à l'hôpital, une crise dans l'éducation nationale, dans la justice, n'en parlons pas, il y a moitié moins de magistrats. Où est, selon vous, le problème? Parce qu'on peut plus taxer les gens, hein, on peut plus demander aux citoyens de faire des efforts. On a du mal aujourd'hui à voir où vont les investissements. Je pense que l'analyse, elle est au niveau du coût de fonctionnement de l'administration de l'État, et surtout de l'État, mais au sens les régions, les fonctionnaires dans les régions, etc. Je pense que enfin, il y a des chiffres qui sont là, je crois. J'ai plus ça en mémoire, mais je crois qu'on a 1,5 million de plus de fonctionnaires qu'en Allemagne, qui se payaient à 20 millions d'habitants supplémentaires. Donc rien que ce 1,5 million de fonctionnaires, il faut bien le payer quand même, il faut bien le faire vivre. Et dans n'importe quelle société, on se rend compte que plus on met des gens dans un endroit, moins les gens travaillent. C'est-à-dire c'est la loi de la nature, hein. Plus on laisse aux gens la capacité de pouvoir se planquer, entre guillemets, plus ils se planquent, hein. Donc ils sont beaucoup moins productifs. On le voit bien, les entreprises privées ont adopté aussi ce fonctionnement administratif. Et je connais beaucoup d'entreprises très très grosses dans le privé qui commencent à se dire, mais on va faire un état des lieux pour savoir qui est productif, qui l'est moins et qui l'est pas du tout. Et avec la crise du Covid, c'est apparu d'une façon très très forte. Très très forte. Et je pense qu'il va y avoir des remises en question dans toutes ces grandes boîtes qui vont évidemment aussi se mettre à réfléchir sainement. Le coût du travail, si on veut être compétitif, il n'y a pas 36 solutions. C'est automatiser les robots. Nous étions à une époque très très bien placés sur la robotique. Les Allemands nous ont piqué le leadership, puis d'autres pays évidemment asiatiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, un opérateur qui gère un système de production de produits manufacturés avec des robots devient extrêmement productif. Et finalement, ça crée de l'emploi plutôt que d'en casser. Le drame en France, c'est que je crois que philosophiquement, à une époque, c'est toujours en place d'ailleurs, on a nié le fait même, c'était pas à la mode de dire je travaille, c'était plus à la mode de dire j'ai trouvé une planque, voilà. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de pas légitime dans une société et qui est même, je pense, contre-productif pour l'individu. Moi, je suis bien placé pour voir, tout le monde connaît mon âge, je vais sur mes 80 ans, j'ai beaucoup de copains qui ont arrêté de travailler. Très peu ont survécu à l'arrêt du travail, très peu survivent. Je pense que la première des sources de dynamisme et de santé pour un individu, bien sûr, il ne faut pas faire une généralité. Il y a des travails qui sont extrêmement brutaux, violents, dégradants physiquement. Ces gens devraient être mis à part et leur permettre de couler des jours heureux une fois qu'ils ont rendu service à la société. C'est-à-dire c'est la prise en compte de la pénibilité du travail. Ça me paraît. Et pas que la pénibilité physique, la pénibilité intellectuelle aussi, ça compte ça. Et puis aussi, laisser le libre arbitre. Moi, j'ai jamais dit à mes copains qui voulaient arrêter de travailler, mais t'es fou, pourquoi t'arrêtes de travailler? Non, chacun doit avoir son choix. Par contre, j'ai du mal à supporter que certains de mes amis me mettent la pression en disant, mais tu me fais chier, pourquoi tu continues à travailler? Non. Moi, j'ai envie d'être un acteur de ma société. Dans la société où je suis, j'ai envie toujours d'être un acteur. Je pense que c'est au moins bien pour moi et j'espère que ça peut apporter un tout petit peu de bien-être aussi et de réflexion aux gens qui m'entourent. Moi, j'ai appris ça au Japon. J'ai travaillé pendant 10 ans avec les Japonais. Entre guillemets, les gens qui ont fini leur vie professionnelle sont toujours là pour donner leur avis. On ne les écoute pas forcément.
C'est un peu du tutorat, c'est un passage de témoin. Exactement. Mais c'est de l'encadrement intelligent. C'est pas entre guillemets, c'est pas les vieux qui prennent les décisions, mais ils participent à la prise de décision imaginée par les jeunes. Et je pense que savoir d'où on vient pour essayer d'imaginer où on va aller, c'est pas une phrase stupide. Dans beaucoup de domaines, ça me paraît être indispensable. Alors vous avez brièvement évoqué le Covid. Il y a eu 3 confinements, une économie arrêtée par moment, et bien arrêtée même. Bon, je suis toujours, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, étonné quand j'entends les chiffres officiels. On serait dans le plein emploi, une croissance extraordinaire. Enfin, on voit autour de soi, les restaurants sont quand même assez vides. Le monde du spectacle et de la culture paye un lourd tribut. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont sans doute déposer le bilan après cette respiration artificielle du quoi qu'il en coûte, parce qu'il va falloir rembourser, puis les aides s'arrêtent. Mais en termes de mobilité, est-ce que selon vous, il y a eu une prise de conscience avec ce Covid où les gens étaient justement obligés à la sédentarité, ne pouvaient plus se déplacer? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience, vous l'avez sentie? Et si oui, qu'est-ce vous pensez qu'elle a apporté à la société française? Moi, je pense qu'elle a apporté le fait même que quand on est la tête dans le seau, on est tous les jours dans les embouteillages, dans le métro, dans le RER, on ne se rend plus compte de la façon dont on vit. La nature est comme ça, on s'habitue à tout. Le cerveau humain est extrêmement bien fait, on s'habitue au pire, au meilleur, d'une façon quasi instantanée. Mais là, pendant les 2 années de prison, là, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait avoir une autre vie, le télétravail, tout ce qui touche au rapport à distance. Les visios, moi, toutes les télés que j'ai fait pendant les 2 ans de prison, là, c'était en visio. Alors, évidemment que la qualité n'est pas la même, mais finalement, le fond du message reste le même. Donc, dans les sociétés, ne pas se voir du tout, je pense que c'est un drame. Mais segmenter son arrivée, enfin, ses jours de présence dans son bureau ou dans sa boîte, je pense que c'est très bien. Il y a une prise de conscience. Puis les gens se sont rendus compte que rester enfermés dans un appartement, c'était quand même très très difficile, voire impossible. Et tous se sont jetés sur une vision de leur vie avec une maison individuelle, un petit jardin à 40 ou 50 km de Paris ou ailleurs en province. Et puis dans le même temps, j'entends hier notre ministre du Logement dire que c'est un non-sens sociétal, écologique. D'aller vers la maison individuelle et de poursuivre encore ce rêve. Et là, j'ai les bras qui me tombent, quoi. Je me dis, mais de quoi se mêlent-ils, ces gens? Alors qu'ils veulent encore, effectivement, entasser les citoyens dans des villes. Je rappelle pour tout le monde quand même que 80% de la population vit sur 20% du territoire français, que la France est un désert culturel, médical, en termes de transport. Il suffit de la traverser. Quand on habite en province, quand on habite à la campagne, ce qui est mon cas, il n'y a aucun transport en commun. Ça n'existe pas. Quand vous devez travailler, vous n'avez pas d'autre solution que de prendre votre voiture. Et effectivement, le seul petit réconfort que vous avez, c'est d'avoir, si vous pouvez, avoir une maison avec un petit lopin de terre. Alors on dit c'est pas écologique, je ne vois pas bien. C'est encore une vision complètement parisianiste. Moi j'appelle ça une vision soviétique. C'est un système qui leur convient intellectuellement. Ça sort peut-être de tableau Excel, certainement d'ailleurs. Et puis, mais pour moi, la vie, c'est pas ça. C'est notre vision des choses qui doit commander les réponses par tableau Excel, mais pas le contraire. C'est pas le tableau Excel qui doit commander notre vie. Moi, je peux pas accepter ça. C'est juste pas possible. Vous avez souffert, vous, de ce pass sanitaire, de cette interdiction, vous la constatez, cette réduction des libertés, ou vous vous dites on pouvait pas faire autrement, c'était nécessaire? Vraiment, on est parti dans un délire paranoïaque fou, quoi. Moi, personnellement, j'ai quasiment jamais mis le masque, parce que mettre le masque dans la rue, le matin, bon, j'ai conservé, j'habite à Sceaux, et le parc de Sceaux était fermé. Je me levais
tous les jours, je me lève à 4 heures. Vous faites du vélo tous les jours? Et je fais du vélo de 5 heures avant la circulation intense, etc. Pendant 2 heures, 5, 6, 7, 8, 3 heures. Et je me suis fait arrêter plusieurs fois par des patrouilles de police. À cette heure-là, les rues étaient désertes puisque c'était interdit de sortir. Et ils vous ont dit c'est interdit. Vous pouvez pas, Bernard Darniche, faire du vélo à 5 heures du matin dans la rue? 2 fois, ils me l'ont dit, puis j'ai discuté gentiment avec eux. Ils se sont rendus compte que ça... Et puis, ils m'ont vu après faire du vélo, puis ils m'ont foutu la paix. Ouais. Parce que, honnêtement, autour du parc de Sceaux, à 6 heures du matin, ou à 5 heures du matin, qu'on vienne m'expliquer quel danger je fais courir aux autres. Moi, j'ai le droit de me mettre en danger. Et toute ma vie, je me suis mis en danger. C'est mon métier même qui voulait ça. Mais c'est mon droit à moi. Évidemment que quand il s'agit de l'argument qui dit « vous mettez les autres en danger », je l'accepte. Je l'accepte réellement. Mais là, qu'on vienne m'expliquer que dans la rue, je peux mettre quelqu'un en danger quand je suis tout seul, il va falloir quand même qu'il me l'explique un certain temps, parce que je suis pas prêt de comprendre quand même. Donc, quand on arrive, moi, j'ai fait j'ai mis des quantités de passerelles entre les lois ubuesques du code de la route et les lois ubuesques du code de la sécurité sanitaire. Il y avait autant de choses totalement incompréhensibles. Pour moi, le masque dans la rue à 5 heures du matin, c'est me dire qu'il faut que je respecte 130 à l'heure sur l'autoroute quand je suis tout seul à 2 heures du matin. Pour moi, c'est l'équivalent. Je me dis, mais de quoi se mêlent-ils, ces gens-là? Comment peuvent-ils avoir l'idée même de s'occuper de ma vie? Parce qu'il n'y a que ma vie qui éventuellement, si je perds des connaissances, que je me vire, que je me tue, mais ça ne me regarde moi et personne d'autre. Je suis d'accord qu'il faut des règles quand la vie doit être partagée dans un système de mobilité, au même titre que la sécurité sanitaire, mais vouloir aller trop loin, vous savez, je crois que c'est Montesquieu qui disait « trop de lois tue les lois essentielles ». Il me semble bien que c'est Montesquieu qui disait ça. C'est la pure vérité. Et aujourd'hui, on est dans un système où on dit que les Français ne sont pas respectueux des lois par rapport aux Germaniques, par exemple, mais c'est totalement faux. En Allemagne, sur la route, par exemple, les lois sont respectées parce qu'elles sont respectables, elles ont du sens, et tout le monde les respecte. En France, aujourd'hui, quand on voit le 30 km à l'heure dans Paris à certains endroits, mais qui peut respecter le 30 km à l'heure à certains endroits? Et en plus, il y a une prolifération de... Vous voyez, je vois un panneau, 50 à l'heure, là, c'est plus 30, c'est 50. Enfin, quand il y a trop de systèmes de contraintes et d'obligations, on se réfère à ses propres sensations et sentiments et on n'obéit plus aux règles. Eh bien justement, ça, c'est grave dans une société. Justement, Bernard, on va en faire l'expérience, je dirais de façon tout à fait pragmatique, et on va mettre l'accent sur les points noirs, sur les incohérences que l'on peut constater dans une grande ville, et en l'occurrence à Paris. C'était le premier épisode de Dérapage incontrôlé, sa cause et sa déménage. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Dérapage incontrôlé, sa cause et sa déménage.